Notre deuxième panel de la journée portera sur le financement 101 d'une start-up. Et je vais inviter nos panélistes à tour de rôle à monter sur scène tandis que je les présente. Alors, tout d'abord, j'aimerais inviter Carmen Gloria Sanchez, la directrice générale de Connexion Laurentide, qui aura le plaisir d'être votre animatrice pour cette discussion. Merci. De rien. Par la suite, j'aimerais inviter Robert Meunier, qui est Venture Partner chez AQC Capital et également membre du conseil d'administration de Batimatech. Et le dernier, et non le moindre, une figure de proue dans le domaine des startups, David Charbonneau, associé directeur du fonds Boreal Ventures. Alors, bonne écoute et à tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Donc, écoutez, ça nous fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. En fait, bref présentation de Connexion Laurentide. On est un des 17 espaces régionaux d'accélération de croissance au Québec qui sont là pour, en fait, faciliter l'aiguillage des entreprises dans l'écosystème d'innovation. On va l'aborder. Je sais que déjà dans le VC, il y en a énormément. Donc, imaginez quand on regarde à la grandeur là, de tout l'écosystème québécois. Donc, les espaces sont là pour orienter les entreprises, peu importe leur secteur d'activité ou leur niveau de maturité, à trouver les bonnes ressources, que ce soit pour l'intégration technologique ou le développement de produits. Donc, écoutez, sans plus attendre, messieurs, peut-être commencer par une petite présentation, votre parcours un peu, puis Monsieur Meunier. Oui. Bonjour, Robert Meunier, président fondateur de Maestro Technologies que j'ai dirigé pendant plus de 30 ans. Après la vente de l'entreprise, après une petite pause, j'ai décidé de me diversifier dans mes activités. J'ai commencé à faire beaucoup de coaching, mentorat auprès des jeunes entrepreneurs, puis aussi m'impliquer beaucoup plus du côté de l'investissement. Récemment, j'ai été nommé Venture Partner pour AQC Capital. Merci. David? Bonjour, David Charbonneau, je suis associé directeur et fondateur de Boreal Ventures. Boreal Ventures est un fonds d'une 40aine de millions investissant au niveau de l'amorçage et du pré-amorçage dans les technologies de rupture basées sur la science et l'ingénierie. Par rapport à mon background, je ne suis pas un entrepreneur, ou du moins, ma business est Boreal Ventures. À la base, je suis un ingénieur de formation bac maîtrise qui a par la suite fait le saut dans le monde des affaires pour par la suite trouver mon chemin dans le monde des finances. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Bien, merci. Donc, déjà, si on plonge dans le vif du sujet avec tous les changements économiques là, que le Québec connaît depuis les derniers mois, est-ce que vous pouvez nous donner un état de la situation justement des venture capital, du capital de risque? Là? Comment ça se passe présentement? Je pourrais peut-être prendre au rebond la question. Donc, le capital de risque, il faut se dire qu'à la base, c'est le capital le plus cher, en fait, qui existe sur le marché. Donc, lorsqu'il y a un ralentissement des capitaux publics, n'importe quel investisseur doit venir rebalancer son portefeuille et généralement, la classe d'actifs qui subit dans ces modifications-là du marché est le capital de risque. Donc, le capital qui vise en fonction du risque les plus grands retours. Donc, cette rétraction-là des marchés a fait en sorte que l'obtention des capitaux, tant pour les fonds de capital de risque qui doivent aller lever des fonds pour les investisseurs des startups, est plus difficile. Et accessoirement, l'obtention de capital de risque pour les startups est également plus difficile. Donc, le coût du capital est en hausse. Ça crée un avantage, en fait, pour les fonds, qui peuvent à ce moment-là avoir des meilleures conditions de marché, des prix plus bas, mais ça rend l'exercice beaucoup plus difficile pour les entreprises. Robert, qu'est-ce que tu constates justement de ton côté au niveau de l'état de la situation? C'est un peu la même situation. C'est qu'il y a eu une époque où il y avait énormément de financement disponible sur les marchés. Et on entend souvent des entrepreneurs encore aujourd'hui qui disent « Ah, je suis capable de lever 5 millions dans un family office aux États-Unis. » Puis je lui dis tout le temps, bonne chance, puis on s'en reparlera d'une couple de mois. Souvent, je les revois pas longtemps après, puis ils réalisent que c'est pas mal plus difficile que c'était. Tantôt, je regarderai un peu certaines statistiques au niveau d'Ange Québec, mais il y a effectivement une énorme évolution de la disponibilité des capitaux depuis quelques mois, depuis plus d'1 an. Et aujourd'hui, les fonds de Venture Cap sont pas mal plus difficiles dans ce qu'ils cherchent. Puis justement, ça arrive souvent chez Connexion Laurentide qu'on arrive des gens avec des entrepreneurs qui ont une idée puis qui ont l'ambition d'aller chercher, comme tu le mentionnais, 1 million, 2 millions
quasiment en claquant des doigts. Là. Je vais cogner une porte, ça va bien aller. Mais en fait, là, c'est pas si simple que ça. Je te vois sourire, David. Là, c'est pas si simple que ça. Comment ça se passe, en fait, les demandes je veux dire, est-ce que c'est toutes les entreprises qui peuvent avoir accès à du VC? Donc, le capital de risque, il faut se dire, à la base, c'est lorsque ton entreprise, techniquement, va tellement bien qu'une banque normale ne peut pas te prêter. Donc, à ce moment-là, tu viens donner du capital action en échange de capital, carrément, pour fueler la croissance. Donc, cette dynamique-là de marché fait en sorte que le capital de risque, à la base, reste le capital le plus cher et le plus difficile d'obtention. Donc, cette dynamique-là de comment aller chercher du capital de risque n'est pas nécessairement linéaire. De un, il faut comprendre, étant donné qu'on a un capital privé, il faut comprendre l'interlocuteur, trouver la bonne personne, parce que vous ne voulez pas vous rentrer un partner, ni plus ni moins, dans votre business. Donc, de faire ce jeu-là de dating pour trouver la bonne personne, de qui prendre de l'argent, qui va ajouter de la valeur à sa business, bien déjà là, c'est un exercice qui est périlleux. Donc, ça ne se fait pas aussi simple qu'aller prendre un prêt à une banque, ou est-ce que c'est beaucoup plus transactionnel, là. Lorsqu'on donne une partie de sa business, il faut s'assurer que c'est une notion de partenariat qu'on veut créer sur le long terme. Donc, cette relation-là, le due diligence, proprement parlé, il doit prendre du temps parce que c'est un dating process. Tu vas être 10 ans après ça avec cet entrepreneur-là et de l'autre côté, tu vas être 10 ans avec cet investisseur-là. Il faut qu'il y ait un match. Il faut que tu t'assures que le courant passe. Et ce processus-là, c'est un processus profondément humain qui passe par établir la relation, voir les états financiers, rencontrer les clients, pour que, en bout de ligne, un échange de capital contre un capital action se fasse. Ce que j'ajouterais peut-être à ce que David dit, c'est que un venture cap devient aussi une forme de partenaire. C'est pas juste une banque qui passe de l'argent, qui va prendre d'intérêt un VC lorsqu'il s'implique, lorsqu'il va, il va investir de l'argent dans l'entreprise. Oui, il prend une partie d'équité, mais son intérêt aussi, c'est que l'entreprise réussit. Donc, par rapport au choix du VC, c'est important d'avoir un bon fit et qu'il amène quelque chose à l'organisation. Il va amener des contacts, il va amener un réseau d'autres entreprises potentiellement qui peut aider. Même, il peut vous mettre en contact avec des clients potentiels. C'est ça que le VC amène. Il amène une valeur au-delà de juste amener de l'argent. Et ce qu'il va faire aussi, c'est vous amener dans le réseau, un peu dans l'écosystème des venture cap, ou si vous passez à une ronde suivante, il va vous mettre en contact potentiellement avec des fonds qui vont vous amener au prochain niveau. Ça, c'est une autre affaire, c'est que tous les fonds sont vraiment spécialisés dans du pré-seed, dans de la série A, de la série B, série C. Même certains sont tous organisés pour faire un IPO puis vous amener à la bourse. Donc, dépendant de où vous êtes dans le développement de votre entreprise, il faut regarder qu'est-ce qui est disponible et vraiment aller chercher les contacts qui sont en ligne avec nos attentes. Si on prend un pas de recul, justement, quand tu mentionnais seed, pre-seed, A, B, tout ça, si je comprends bien, c'est une entreprise tout au long de son cycle de vie peut approcher un VC ou doit se rendre intéressant pour un VC pour justement peut-être élaborer un petit peu là-dessus pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, là, série A, série B, est-ce qu'il y a des montants qui sont associés à ces différentes lettres-là? OK, tu veux que je réponde? Ben oui, vas-y. Donc, comment fonctionnent les différents stades? Grosso modo, la première ronde est généralement ce qu'on appellerait la ronde de seed, la ronde de série A. La seconde qu'une entreprise commence le path en fait de prendre du capital de risque, bien là, c'est un treadmill. Il y a une seule et unique finalité, c'est une sortie éventuelle de l'entreprise. Donc, soit via une acquisition, soit via un IPO, soit via un merger, peu importe. C'est la manière dont l'investisseur vient reconvertir, dans le fond, son capital action en dollars. Donc, dollars en capital action en dollars. Maintenant, les différentes rondes que vous entendez, c'est A, B, C, seed. Oubliez la nomenclature. L'idée, c'est que l'entreprise va à une croissance tellement fulgurante qu'à tous les 24 à 36 mois, 18 mois, disons, dans un environnement haussier, retourne au marché pour se refaire valoriser en fonction des jalons significatifs qu'ils ont obtenus. Donc, je vais le répéter dans d'autres mots. L'idée, c'est que vous venez voir un fonds de capital de risque, vous dire, je vais accomplir A, B, C. Aujourd'hui, je vaux, disons, 10 millions. Mais je vais accomplir A, B, C, puis le marché va dire que j'en vaux 20. Donc,
C'est sur ces jalons-là que la compagnie est évaluée. Et c'est ça l'idée du treadmill, c'est que la seconde qu'un entrepreneur commence ce pathway-là, il n'y en a pas de fin. C'est toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, de ronde en ronde, de ronde en ronde, pour que les investisseurs qui rentrent dans la ronde subséquente soient en mesure, eux aussi, de faire des rendements qu'ils jugent intéressants. Donc, le capital de risque, en tant que tel, c'est une manière d'opérer sa business pour de l'hyper-croissance. Et c'est pour ça que je reviens avec le thème, à quel point c'est du capital qui est coûteux, parce que ça prend une culture d'entreprise aussi qui est assez particulière pour obtenir du capital de risque. Fait que par rapport à ça, ce qui est important, c'est à quel moment on rentre. On n'est pas obligé de rentrer en démarrage. Hein. Ça peut être une entreprise qui est en fonction depuis 5, 6, 7 ans, qui a atteint un certain niveau de croissance, peut-être certaines même une profitabilité. Puis il faut qu'il passe à la prochaine étape. Peut-être que j'ai développé le marché québécois, je suis rentable, j'ai une belle petite business, je pourrais décider de gérer ça lifestyle pour le reste de ma vie, mais ça me tente de devenir international, nord-américain, peu importe. Puis là, j'ai besoin de lever 5 millions pour accélérer ma croissance puis déployer finalement ma technologie. C'est correct aussi, c'est juste qu'on n'aura pas le même VC. Par exemple, à Ange Québec, on fait du pré-seed seed. Si quelqu'un arrive avec, il veut lever 5 millions, c'est pas à bonne place. Okay? Il y a des places spéciales, il y a des fonds qui sont spécialisés pour ce type-là. Peut-être que si je veux développer le marché américain, bien là, c'est vrai que je vais peut-être aller contacter des fonds qui sont plus aux États-Unis puis qui vont nous permettre de déployer ces fonds-là dans ce type de croissance-là. Fait qu'il faut vraiment aller chercher le fonds qui ait un bon match. L'autre chose, David, il parle d'un treadmill. Bien, à partir du moment où on embarque là-dessus, on n'a plus le contrôle. La machine est contrôlée par le VC. Lui, il veut que tu cours vite. Si tu décides de marcher ou d'arrêter de marcher, il va tirer à la plug, c'est fini, on arrête là. C'est pas juste un financement qui est dispendieux, c'est un financement qui vient avec un ensemble de contraintes significatives. Fait que quand on embarque là-dedans, soit qu'on n'a pas le choix, c'est la seule façon de financer la croissance de notre entreprise, ou soit on est prêt à embarquer là-dedans parce que c'est la finalité qu'on veut avoir. On veut se rendre au bout. Il faut être prêt à ça. Il faut comprendre toutes les conséquences et toutes les contraintes qui viennent avec dans ce type de financement-là. Parce qu'à partir du moment où un VC rentre, d'une certaine façon, il prend le contrôle de ta destinée. S'il décide que tu n'es plus le bon fit comme CEO, ils vont te congédier puis ils vont te remplacer. S'ils décident qu'ils ne mettent plus d'argent, ils vont tirer à la plug, c'est fini, ça arrête là. Malheureusement, ça arrive. C'est à partir du moment où on prend des engagements de livrer la marchandise, il faut la livrer. On peut avoir un peu de retard, mais il faut la livrer. Ça arrive. Peu importe le pourcentage d'investissement du VC qui a le contrôle, fait qu'on parle même de 10 seulement, là, ça peut être assez pour changer la donne. Là. Absolument. Donc, lorsque comme investisseur, je rentre dans un deal, généralement, la dynamique de contrôle est faite au niveau du contrôle des classes d'actions. Donc, généralement, c'est des nouvelles actions préférentielles qui vont être créées, qui sont au-dessus des actions communes, qui sont généralement les actions des fondateurs. Et il y a un certain set de pouvoir qui va être donné aux actions préférentielles, duquel, généralement, l'équipe ne fait pas partie. Sinon, il y a des discussions aussi qui vont être au niveau du board. Puis à ce moment-là, on va retrouver souvent un board avec un nombre, souvent, en fait, impair, pour qu'il y ait un libre arbitre, un externe, dans le fond, qui vienne trancher entre les investisseurs et l'équipe. Donc, il faut comprendre que malgré le fait que vous ne donnez pas 51 de votre business, ne serait-ce que vous créez une classe d'action préférentielle auquel il y a des droits qui sont rattachés, bien, c'est la dynamique de contrôle qui vient avec le capital de risque. Par rapport à ce point-là, lorsqu'un VC rentre au départ, il ne veut certainement pas prendre le contrôle de l'entreprise parce qu'il veut garder l'entrepreneur motivé. Ils vont aller chercher 10, 15, 20 d'équité au départ. Puis la majorité reste entre les mains de l'entrepreneur parce qu'il veut qu'il reste motivé, qu'il pousse. Le VC, ce qu'il veut, c'est garder, c'est d'avoir du rendement sur son financement. Fait que s'il démotive l'entrepreneur, ben, il n'atteindra pas son objectif. Ce qui vient, fait que là, on en vient encore là au niveau de la ronde de financement initial. Comme je mentionnais tantôt, si quelqu'un, des fois on voit ça, un entrepreneur, il a travaillé une couple de mois sur une application quelconque,
puis il dit, moi, ma business, elle vaut 10 millions, puis je veux avoir 5 millions. C'est comme, OK, ça ne marche pas ton affaire. On peut-tu commencer avec quelque chose d'un peu plus raisonnable? 500 000, on va te donner une valeur d'un et demi. J'ai un potentiel de rendement intéressant sur mon investissement, puis en même temps, on va voir si tu es prêt à courir. Avec le 500 000, tu vas-tu nous amener à un milestone qui est raisonnable pour qu'après ça, on ira chercher la prochaine ronde? Fait qu'il y a toute une logique là-dedans où ça fait partie un peu des négociations de départ, là, mais c'est important de comprendre ça, puis de ne pas arriver avec une valorisation qui est démesurée. C'est un des points d'achoppement la plupart du temps sur des deals avec des entrepreneurs, c'est la valeur de départ. T'sais. Le chiffre est trop élevé, le fonds, il dit bon, ça n'a pas d'allure, ton affaire, on essaie de le ramener. La négociation échoue, puis la discussion, elle s'arrête là. C'est un des premiers points de départ sur lesquels on discute. Si on ne s'entend pas là-dessus, ça ne donne rien de parler de ces autres paramètres de financement. Donc, ce n'est pas vraiment une négociation comme on va faire d'autres types de négociations. Il faut arriver avec un portrait réaliste de son entreprise. Il ne faut pas nécessairement demander, tu sais, on dit des fois, là, tu sais, shoot for the moon, you reach the stars. Il ne faut pas nécessairement ambitionner, il faut être le plus réaliste. Puis, on en avait parlé un peu en pré-entrevue, les do's and don'ts. Là, fait qu'arriver, là, puis vous pitchez mon idée en 2 minutes dans un cocktail, ce n'est pas quelque chose à faire non plus, là, si je comprends bien. Là. Il y a beaucoup d'impact dans cette question-là. Le principe de valorisation, étant donné qu'on est dans les capitaux privés, c'est de l'offre et la demande. Hein, c'est de l'économie de base. C'est certain que nous, c'est notre travail de voir des entreprises et d'être capable de jauger leur valorisation en fonction de l'équipe, en fonction des revenus, en fonction du marché, des besoins en capitaux, en fonction du cycle de vente, en fonction de l'industrie. Il y a un paquet de facteurs comme ça qui fait que professionnellement, on est en mesure de regarder le potentiel de sortie de l'entreprise et venir le discounter au jour J, à aujourd'hui, lui attitrer une espèce de risque qualitatif, puis savoir, bon, la prochaine ronde, je le sais que les joueurs vont payer entre X et Y, et là est notre fourchette. Maintenant, tu disais le deuxième point par rapport à les do's and don'ts, ça, la liste pourrait être longue. Ça, on pourrait s'amuser. En fait, étant donné qu'on, ni plus ni moins, on vend du capital, en capital de risque, très souvent, les entrepreneurs nous approchent comme si on était un peu des tirelires à deux pattes. Ils viennent nous voir, commencent à nous pitcher l'idée et tout, sachant que c'est une relation de confiance qui doit s'établir dans le temps. Dites-vous, est-ce que c'est comme ça que vous commenceriez la relation avec un partenaire d'affaires avec lequel vous voulez croire pour les 10 prochaines années? T'sais? Il faut comprendre que le processus d'aller chercher du capital de risque en est un qui doit passer par sa propre revue diligente, qui doit passer par identifier qui sont les acteurs qu'on veut d'avance, faire une approche systématique pour les rencontrer, leur présenter l'idée, prendre le feedback, revenir, puis de là, bâtir une relation et non attaquer les gens dans des cocktails. Puis, tu voulais ajouter quelque chose, Robert? Oui, mais je voulais peut-être parler un peu d'Ange Québec, juste pour prendre quelques minutes. Fait qu'Ange Québec, ça a été fondé en 2009-2010. Puis, au départ, en fait, c'est Richard Bruno qui avait passé un certain temps aux États-Unis. Il avait réalisé qu'il y avait des groupes d'entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs qui faisaient du financement auprès des startups. Puis, fait qu'il est revenu avec cette idée-là, puis finalement, il a réussi à mettre ça en place au Québec avec du financement gouvernemental. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 anges année après année qui existent au niveau du réseau d'Ange Québec. Fait que la plupart des anges, c'est des professionnels, des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, qui ont atteint un certain niveau financier qui leur permettent de prendre une partie de leurs avoirs puis de réinvestir dans des entreprises. Fait que c'est ce qui fait l'intérêt d'Ange Québec par rapport à d'autres types de fonds, c'est vraiment la profondeur des membres. Il y a des experts d'à peu près tous les domaines, que ce soit dans le logiciel, dans l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de médecins, de financiers, d'avocats, de gens de construction, d'ingénieurs. Ce qui fait que quand une opportunité est présentée à Ange Québec, il y a à peu près tout le temps au moins une ou deux personnes qui connaissent le domaine. Fait que si on regarde un peu au niveau du processus, c'est ça qui est intéressant. En 2022, il y a eu 670 demandes de financement qui ont été présentées à Ange Québec.
La première étape qu'ils font, ils regardent ça vite, ça a-tu de l'allure, ça n'a pas d'allure. De ce nombre-là, il y en a sorti 175 qui ont dit « Ah, c'est intéressant ». Ils prennent un analyste, un permanent de Ange Québec avec un ou deux anges investisseurs qui connaissent le domaine. Puis là, ils font une revue rapide, parlent avec l'entrepreneur. Sur ce nombre-là, ils en ont retenu 63 sur lequel ils ont fait une revue diligente plus détaillée. Fait que là, ils vont prendre 2-3 anges, experts dans le domaine, puis là, ils creusent tout. Ils regardent tout. À la fin, ils en ont présenté, si je me souviens bien, c'était 15 dossiers à l'ensemble des anges, puis ils en ont retenu 7. Ils ont fait 7 investissements. Fait qu'on est parti de 670 demandes, puis il y a eu 7 investissements en 2022. C'est pour vous dire que le processus, il est détaillé. Ceux qui sont retenus, c'est des belles compagnies qui ont un potentiel d'avoir vraiment du succès. Mais c'est un processus qui est excessivement difficile à passer à travers. Fait que souvent, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je révise des decks. J'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn, puis là, je cherche du financement, puis là, je regarde leur deck d'investissement. Là, des fois, ça n'a comme pas d'allure. Tu ne présentes pas ça en Québec, tu ne passes pas. C'est sûr et certain. Fait que là, je les amène un peu à retravailler leur dossier, à travailler leur valorisation. Souvent, tu veux savoir, tu veux avoir de l'argent. OK, mais c'est une des premières questions. Tu vas faire quoi avec? Tu sais, je suis prête, je t'avance 1 million. Là. OK, tu vas le dépenser où, ton million? Je veux le savoir, là, moi, parce que je te passe de l'argent. Si je pense que tu ne le dépenses pas à bonne place, je ne vais pas te le passer. Tu vas te gaspiller, tu vas te brûler en 12 mois. Puis, tu vas revenir chercher de l'argent. Mais comme tu n'auras pas livré, on ne va pas te la donner. Fait qu'on va avoir tout perdu. Fait que ça, je travaille ça beaucoup par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans Ange Québec, c'est la diversité du membership. Fait qu'on n'est pas un fonds spécialisé. C'est du pré-seed ici, mais on est un peu agnostique dans les domaines. Il y a des fonds qui sont réellement spécialisés. Il y en a qui sont dans le clean tech, il y en a qui sont dans le medtech. Il va y avoir certains qui sont dans le fintech ou l'AI. Ange Québec est plus diversifié. On va toucher à pas mal de tous les domaines. Par contre, si c'est un domaine vraiment pointu, on va faire du cofinancement avec d'autres fonds, sur un fonds spécialisé. Il y a des fonds, par exemple, chez une technologie, quelqu'un arrive avec une technologie quantique, on n'est pas des experts là-dedans. Il y a des fonds spécialisés là-dedans. Fait que si eux, ils pensent que c'est bon, ben on va y aller avec eux autres. Parce qu'eux autres, ils ont cautionné le projet au niveau technologique. On va le regarder du côté business, ça fait-tu du sens? Fait que c'est ça qui est intéressant. S'ajoute à ça en parallèle, c'est le fonds OQC Capital, qui est en fait un fonds qui est aussi financé par des anges ou par des institutionnels comme Investissement Québec, qui est en appui aux anges. Si les anges, il y a un certain nombre, ça prend au moins 4 anges qui sont prêts à investir, OQC va venir compléter la ronde de financement. Fait que ça vient un peu alimenter, ce qui fait qu'on peut lever, je ne sais pas moi, 300 000 avec des anges, puis on va mettre un autre 300 ou 400 000 avec OQC Capital, puis là, on arrive avec une ronde de 700 000 balles. Puis il y a d'autres fonds, Investissement Québec a le fonds Impulsion, qui vient à côté des investissements privés. Fait qu'on peut doubler le montant jusqu'à un maximum de 750 000. Fait que c'est possible de créer un montage financier qui peut faire du sens à une entreprise pour lui permettre de démarrer puis d'accélérer. Ce qui est intéressant au niveau d'un fonds, puis je pense que c'est des choses qui est important à comprendre, puis David il pourra compléter, c'est qu'un fonds, ça a généralement une durée de vie d'à peu près 10 ans. Okay? Puis ils vont prendre la valeur du fonds, puis ils vont la déployer dans les 3, 4, 5 premières années sur le 10 ans. Une partie du fonds, mettons un 40 %. Puis ils vont garder le 60 pour des rondes subséquentes des meilleurs chevals. Okay? Parce que c'est pas compliqué. Sur 10 compagnies, il y en a 5 qui vont faire faillite. Il y en a 2, 3 qui vont à peu près faire leur argent. On va récupérer notre mise. Puis il y en a 1, 2 qui va donner un bon succès. Ce qui fait qu'on cherche les bons succès. On veut choisir 10 bons succès en sachant qu'il y en a 5 qui vont planter là-dedans. Ce qui fait que tu déploies sur, généralement, un fonds, ça va être 20, 30 compagnies sur lesquelles ou 40, il va répartir son risque. Puis, en sachant qu'il y en a une méchante gang là-dedans qui vont planter. Mais les meilleurs, quand ils arrivent avec une ronde suivante, bien, j'ai gardé des fonds pour soutenir. Puis, la meilleure de la meilleure, je vais y en mettre parce que, OK, elle s'en va, elle va se rendre au bout.
Fait que quand je regarde ça, OQC est à son deuxième fonds actuellement. C'était un fonds je ne fais plus de mon chiffre, là, 85 millions à peu près qui a été levé. Il y a environ 13 millions qui ont été déployés sur 44 entreprises actuellement dans le fonds 2. Puis c'est un fonds qui est en croissance tranquillement, est en train de déployer, mais ils s'attendent à finir de déployer probablement l'année prochaine. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un nouveau fonds. Ça va être le fonds 3 de AQC. Fait qu'ils vont lever un autre 75-80 millions, puis là, ils vont pouvoir recommencer le cycle. Fait que quand on est une entreprise, si moi je regarde AQC, le fonds, il reste 6 ans ou 7 ans, j'arrive avec une technologie, puis j'en ai pour 15 ans avant que ça arrive à bout, ils ne vont pas investir, c'est trop long. Il faut qu'ils soient capables de fermer le fonds. Fait que c'est bon d'arriver. Quand vous entendez parler d'un nouveau fonds qui vient d'être créé, c'est le temps d'aller voir. Ils sont au début. C'est le bon timing. Puis, tu sais, pour donner un exemple, vous avez peut-être entendu parler d'Inversago Pharma cet été qui a été acheté par Novo Nordisk, là, l'entreprise qui possède Ozempic. Ils ont acheté Inversago pour 1,07 milliard de dollars US. Bien, il y a beaucoup d'anges et OQC qui étaient investisseurs dans Inversago. Fait que ça, c'est notre 1 sur 10. Celui-là, on l'aime, celui-là. Fait que c'est un investissement de 2018. Fait que 5 ans plus tard, l'entreprise est vendue pour une très grosse somme d'argent. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, quand on regarde le portefeuille, que ce soit le portefeuille d'Ange Québec, au cours de l'histoire, bien, il y a eu quelques bons succès. Beaucoup de non-élus qui ont planté en chemin, mais ça fait partie du risque. Hein. C'est du venture cap. Comme investisseur, c'est des investissements risqués, mais on essaie de choisir les entreprises qu'on pense qui sont les plus intéressantes. Fait que tu faisais référence, Robert, à quel point vous êtes agnostique du côté de Boréal. Vous faites partie justement de ces fonds-là un peu plus spécialisés, là, rattachés au Santec notamment. Est-ce que tu voudrais élaborer un peu plus sur... En fait, on est un partenaire dans plusieurs dossiers d'AQC. Notre spécialité est principalement au niveau de la science et de l'ingénierie. Donc, tout ce qui a une composante scientifique ou d'ingénierie particulièrement poussée, mais très souvent, AQC va venir travailler avec nous pour pouvoir faciliter la revue diligente. Notre expertise est un peu différente. Au lieu d'avoir un grand réseau de gens mobilisés, notre expertise est beaucoup plus au niveau des fonds subséquents. Donc, par exemple, auparavant dans ma carrière, j'ai un fonds de série A, donc j'ai eu un certain nombre de contacts au niveau des corporatifs, que des fonds un peu partout à travers le monde qui deviennent un peu des alliés pour nous trier le deal flow. Donc, encore là, il faut comprendre que dans le capital de risque, on n'est jamais en compétition, mais beaucoup plus en coopération lorsqu'on regarde des deals, parce que la plupart des deals sont faits en syndication, sont faits en coopération. Donc, je regarde notamment dans mon fonds, je pense que je suis rendu à 3 ou 4 investissements en commun avec Ange Québec. Donc, c'est cette capacité-là à convaincre une première personne, convaincre un premier financier qui ensuite de ça va vous ouvrir son réseau, tant de potentiels clients, d'investisseurs, mais même de co-investisseurs pour la ronde actuelle. Donc, la plus grande difficulté lorsqu'on lève du capital de risque, c'est de trouver cette première personne-là qui croit en vous et qui va vous servir de Sherpa par la suite, qui va avoir une conviction dans ce que vous êtes en train de bâtir et qui va vous ouvrir son réseau. Les chiffres sont les mêmes à mon côté. C'est moins d'1% des deals que je vois qui finissent par un investissement. Encore là, thèse très, très, très similaire où est-ce qu'on se garde des capitaux de réserve, mais c'est seulement une infime partie du fonds, en fait, des entreprises soutenues qui vont retourner le fonds. Donc, c'est ça un peu le capital de risque. Ça suit ce qu'on appelle le power law. C'est malheureusement ce qu'on recherche. Hein. Donc, c'est des entreprises qui sont capables de, vous comprenez, nous amener des rendements sur la taille complète du fonds d'à peu près 35 de tri, donc de IRR de 35 sur un fonds qui est élevé. Donc, faites le calcul, j'ai un fonds d'une 40aine de millions, ça me demande d'avoir des rendements assez subséquents. Donc, chacune des entreprises, je dois regarder la valorisation, les capitaux qui vont venir par la suite, et je dois être capable d'avoir un scénario dans lequel je fais plus de 10 fois ma mise, dans un horizon de temps généralement d'environ 5 ans. C'est grosso modo, 5 à 7 ans. Donc, vous comprenez le type de culture et le type d'entreprise qu'on a besoin. Donc, des cycles de vente qui sont courts, des contrats qui sont quand même substantiels, des marges qui sont intéressantes, des équipes qui sont capables d'opérer à une vitesse qui est carrément inhumaine.
travailler dans des domaines pour lesquels leur application, dans le fond, va être achetée parce qu'un des gros dans le space ne sera pas capable de répliquer ce qu'ils ont à l'interne. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui sont observés pour trouver des entreprises un peu outliers, si je pourrais dire. Donc, c'est ça le capital de risque. C'est un jeu qui est très gratifiant parce qu'on entend tous les success stories, hein, les sorties à 1 milliard, mais ce qu'on entend moins, c'est les histoires un peu moins sexy, où est-ce que le board a repris contrôle de la compagnie, l'entrepreneur qui avait lancé l'entreprise s'est fait tasser parce qu'il ne faisait plus l'affaire, quelqu'un d'autre est mis en place, commence le jeu de la chaise musicale des exécutifs qui passent un après l'autre parce que personne n'a assez d'incitatif. Ces histoires-là, ben, ils jonchent l'histoire de n'importe quel fonds. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que lorsqu'une entreprise veut aller chercher du capital de risque, c'est qu'elle est prête à opérer à une vitesse d'hypercroissance. Et l'hypercroissance, c'est une vitesse d'entreprise que très peu de domaines sont capables de soutenir et très peu d'équipes sont capables de soutenir. Ça me fait penser, quand j'ai mon autre chapeau de coach, puis je coach des jeunes entrepreneurs, puis là, ils me parlent toujours des histoires extraordinaires qu'ils ont entendues. Puis là, j'essaie tôt de leur ramener. J'ai dit, l'histoire que tu entends, c'est celle qui a réussi. Les 99 autres qui ont planté, ceux-là, tu n'entends jamais parler parce que personne ne s'en vante. Fait que fais attention parce que ta perception est biaisée par rapport à la réalité. La réalité, c'est qu'être en affaires, c'est difficile. Là, puis je suis persuadé qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont entrepreneurs. Fait que quand on regarde un dossier, oui, il y a la technologie. C'est-tu vraiment sharp? La personne a-tu vraiment une innovation qui a un potentiel intéressant? Après ça, y a-tu quelqu'un qui est prêt à payer pour? C'est soit des clients ou soit une autre entreprise qui va acheter la technologie. Fait que là, on regarde ça. Après ça, on évalue l'entrepreneur. Es-tu capable de livrer la marchandise? Fait que ça fait partie de la revue diligente. On regarde tous ces aspects-là parce qu'on veut avoir le meilleur potentiel de rendement. Comme David a dit, c'est un minimum de 10 fois parce qu'on a besoin d'un quelqu'un qui va payer pour les 9 autres qui vont pas faire rien ou qui vont planter. T'sais. Fait qu'il y a vraiment toute cette réflexion-là puis cette analyse-là qui fait partie de la revue diligente. Puis après ça, bon, il y a tout l'aspect financier, la valorisation, le rendement, puis tout ça. Puis après ça, on dit, OK, oui, il y a du potentiel, c'est intéressant. On est prêt à mettre de l'argent là-dedans. T'sais. On est déjà arrivé à la fin. Merci, messieurs. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être une question ou deux. 2 minutes. Alors, si on a une question dans la salle, on fait ce cours. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bonjour. Merci, David, Robert, Carmen, pour votre point de vue. Je m'appelle Julien. Je suis fondateur d'une start-up, justement, Base Habitation. On développe un écosystème d'habitation puis d'espace de vie modulaire, focusé sur la durabilité. C'est une entreprise qui deal avec des produits physiques dans le vrai monde qui ne sont pas heavily influenced by tech. C'est moins de technologie dans l'entreprise. Puis je voulais savoir votre point de vue sur comment naviguer l'écosystème du financement quand tout tourne autour du tech, puis nous, on parle plus de produits qui sont tangibles dans le vrai monde, même si on pourrait dire que c'est comme la clean tech de la construction, ben, comment naviguer un peu ce monde-là? OK. Vas-y. Je peux prendre ces questions-là. Je suis un des rares investisseurs au Canada qui fait beaucoup de hardware. Je vais répondre sans répondre directement pour le cas de ta compagnie. Je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que je regarde quand j'investis dans une compagnie hardware. C'est très simple. Est-ce que la compagnie est 10x meilleure que tout ce qui se fait sur le marché? De 1. De 2, est-ce que la propriété intellectuelle que je suis capable aujourd'hui, à ce jour, de ne serait-ce que revendre pour la valeur de ce que je rentre en ce moment? Donc, est-ce que j'ai ce que j'appellerais une espèce de plancher par rapport à la valeur? Ensuite de ça, je regarde des marchés pour lesquels, bon, il y a des besoins capitaux qui sont quand même relativement plus faibles. Je n'ai pas besoin de construire une usine à 300, 400 millions and up. Puis finalement, je regarde beaucoup, puis ça c'est dans ma thèse personnelle, mais je regarde ce que j'appelle un stage gate process. Si je réponds à ce besoin d'ingénierie-là, demain matin, la compagnie vaut 1 milliard, exemple. Je vais te donner un exemple très banal. J'investis dans une pompe cardiaque.
c'est un marché de 16 milliards, mais qui suit le pathway quasiment du drug discovery. Il y a des étapes, des essais cliniques. Si la pompe fonctionne, il n'y en a pas de question. Il y a un marché, elle est prête à être distribuée, ça vaut des milliards. Mais se rendre là, bien, il y a une étape d'ingénierie, une après l'autre, qui va être valorisée par le marché. Donc, je te donne des pistes de réponse pour réaliser un peu qu'est-ce que moi, un des rares joueurs, puis Ange Québec aussi va investir dans du hardware, mais on est parmi les rares joueurs qui vont regarder du hardware pour être capable d'aller chercher des rendements. Oui. Moi, je te dirais, quand je parle avec quelqu'un qui a juste du hardware, il y a deux possibilités de sortie. Parce qu'encore une fois, le VC, ce qu'il regarde, c'est sa sortie potentielle. Okay? Comment il va sortir de là. Fait que la première, c'est toute la notion, on a eu, dans le software, il y avait beaucoup Software as a Service. Là, il y a un nouveau acronyme qui est Hardware Enabled Software as a Service. Fait que mon hardware me permet de justifier des revenus récurrents. Okay? Fait que il y a beaucoup de tendances par rapport à ça. Même les vendeurs de véhicules automobiles, ils commencent à regarder, à avoir certaines fonctionnalités de ton auto que tu vas payer des mensualités pour les activer. Fait que ça, c'est la première affaire à regarder. La deuxième, c'est que tu as une technologie qui est tellement innovante qu'un gros joueur va te l'acheter. Bon, tu faisais référence à Puzzle, là, j'imagine? Oui. Oui. fait que c'est une pompe cardiaque. C'est tellement innovant ce qu'ils ont sorti. C'est hallucinant. C'est clair qu'un gros joueur mondial dans le domaine de la santé va les acheter. Okay? Parce que tu ne veux pas que cette compagnie-là développe un réseau mondial de distribution d'hardware. Ça n'a pas de sens. Ça va coûter une fortune. Fait que ton exit, c'est d'être acheté par un gros joueur. Fait que tout ton processus de croissance va être de finaliser ta technologie, mais de te faire connaître de tous les acquéreurs potentiels pour qu'ils disent ça ne vaut pas la peine d'investir dans la R&D parce que lui, il l'a déjà fait, puis c'est vraiment cher pour ce qu'il a fait. On va aller le chercher, on va l'acheter, puis nous, on va le déployer du jour au lendemain. Fait que c'est ça l'inconvénient du hardware. Soit qu'on génère des revenus récurrents, puis on trouve une façon de le faire, puis avoir quelqu'un qui est prêt à payer pour, ou soit qu'on regarde notre exit de se faire acheter par un gros joueur. Puis, pour compléter, en fait, là, si on regarde plus du côté du financement traditionnel, je veux dire, avec nous, on pourrait regarder, par exemple, c'est quoi tes processus? Je veux dire, est-ce qu'il y a des étapes qui peuvent t'amener à augmenter la cadence, puis faire en sorte que ta production, à la fin de l'année, augmente de façon plus importante pour qu'éventuellement, tu deviennes plus intéressant pour les investisseurs privés, puis à ce moment-là, avoir des plus gros clients, découvrir des nouveaux marchés. Donc, c'est tout ça qui va faire ces combinaisons-là de petites étapes qui va te permettre de passer à l'étape et vraiment d'augmenter la cadence. Est-ce que tu vas te rendre jusqu'à un VC hardware? L'histoire le dira, mais au moins, il y a beaucoup de gains qui peuvent être faits juste dans tes opérations, dans ta façon d'ordonnancer pour pouvoir justement avoir une rampe de croissance un peu plus rapide. Merci beaucoup. Merci. Bonne main d'applaudissements. Merci.